Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement est-il en train de sous-estimer le spectre de la famine qui plane dans le septentrion du pays? Les pouvoirs publics viennent de reconnaître enfin qu'il y a juste un risque d'insécurité alimentaire à l'extrême nord du Cameroun et pour ne rien arranger, l'un des fleurons de l'agroalimentaire est dans la zone rouge. Il s'agit de la Sodecotton. Vous suivrez les explications du gouvernement sur le plan de redressement de cette entreprise qui a longtemps eu une viabilité économique et financière. À 6 jours de la date limite de recevabilité des dossiers pour les sénatoriales 2018, ça bouillonne dans les commissions d'investiture mises en place par les formations politiques. Nous ferons un tour au sein du RDPC et à l'UDC où le casse-tête de la constitution des dossiers et des listes est le quotidien des acteurs politiques de ces différentes formations politiques. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain du drame survenu à Yaoundé, la consternation se dessine sur le visage de presque tous les habitants de la ville de Yaoundé à la suite de ce camion fou qui a percuté plusieurs personnes. Plusieurs morts ont été enregistrés avant que ce camion fou termine sa course folle dans une boulangerie. Du coup, des populations s'interrogent sur les défaillances techniques de ces gros porteurs et leur implication dans des drames, des cas qui se multiplient sans que les autorités ne frappent du poing sur la table et ne mettent fin à cette tuerie observée sur les routes au Cameroun. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. 24 heures après le drame, le camion de la mort est encore là, rappelant aux riverains, aux passants et autres curieux, le triste souvenir d'un jeudi noir, au lieu dit Carrefour éleveur, sur l'axe Yaoundé-Soa. En dehors du camion, la Mercedes de couleur rouge qui a été littéralement écrasée, ainsi que quelques articles, renseignent suffisamment sur les victimes de ce énième accident de la circulation survenu sur cet axe. Essentiellement des commerçantes et autres vendeurs ambulants surpris par la mort, alors qu'ils étaient comme à leur habitude, à la quête de la pitance quotidienne. Le malheur a voulu que cet accident se produise autour de 17 heures, heure à laquelle le carrefour éleveur grouille de monde. 5 personnes, dont le conducteur de la Mercedes, sont passées de vie à trépas dans des circonstances dignes d'un film d'action. D'après des témoins, les victimes ont été surprises par le camion de sable, dont le volant se serait bloqué depuis la chapelle Gousso. Sentant le danger venir, le conducteur a sauté, abandonnant l'engin qui, dans sa course folle, a avalé la colline qui va de chapelle Gousso au carrefour éleveur, écrasant tout sur son passage avant d'échouer sur le mur de la boulangerie du coin. En dehors des morts, plusieurs blessés graves ont été enregistrés. Un accident de trop qui rappelle combien le suivi technique des véhicules est capital. Ce n'est pas la première fois qu'un camion fou fait autant de victimes à la suite d'une défaillance technique. Des habitants du lieu dit Montée des Sœurs, au quartier Biémassi, se souviennent d'un drame similaire survenu il y a 3 ans, avec à la clé plusieurs morts, dont des élèves qui revenaient de l'école. Visiblement, cela n'a pas servi de leçon. À 6 jours de la date limite de recevabilité des dossiers pour les candidatures en vue des sénatoriales 2018, ça bouillonne déjà dans les commissions d'investiture mises en place dans plusieurs formations politiques entre le casse-tête de la constitution des listes en fonction des critères internes et l'évaluation des probabilités de réussite pour ces sénatoriales dans des circonscriptions électorales stratégiques. Le RDPC, le parti au pouvoir, et d'autres formations politiques de l'opposition sont déjà engagés dans une course contre la montre. On fait le point avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Prochain approche, les partis politiques sont mobilisés. Au RDPC, 2 listes ont été reçues dans la région du centre et la réception des dossiers est bouclée. Nous avons reçu 2 listes de candidatures
Nous les avons traités. La commission régionale s'est réunie ces jours, a examiné les dossiers et les a classés par ordre d'importance. Et le rapport est bouclé. Nous allons le transmettre dans les heures qui suivent à monsieur le secrétaire général du comité central. Dans ce parti, il y a donc suspense sur la liste qui sera retenue. Notre liste a été recevable parce que nous avons suivi la loi par rapport à mes parents, mes aînés, mes grands-pères. Ils ont présenté une femme à la place de deux, dont le genre féminin était mis de côté, contrairement à la nôtre qui a trois dames. Le dernier mot reviendra à la hiérarchie du parti et les candidats seront bien fixés avant le 22 février. Il y a un délai, ils le seront avant le 22, parce que le 22, la date limite de dépôt des dossiers à Elecam. De son côté, l'UDC, qui prendra part au sénatorial dans les régions de l'Ouest et du littoral, travaille également à finaliser les listes de ses candidats. L'UDC a des principes d'abord en ce qui concerne l'approche genre. L'objectif recherché, c'est qu'il y ait 50-50. Mais au cas où on n'atteint pas cet objectif, il y aura peut-être un déséquilibre, mais on fait tout pour que le déséquilibre ne soit pas trop grand. Donc minimum 30% de femmes et 70% d'hommes. Et malgré un environnement électoral que ce parti qualifie de vicié, il affirme aller au sénatorial avec vaillance et détermination. Une élection, fondamentalement, est une élection. Personne ne peut présager, c'est comme un match de football. Hein. Il est vrai que les règles du jeu sont décriées dès le départ, mais lorsque nous y allons, nous avons notre morale, nous sommes habitués, nous sommes des combattants, nous sommes des militaires, et en tant que tels, nous y allons comme d'habitude. Mais reste aux candidats, en attendant la confirmation de leur parti, qu'à fourbir leurs arguments de campagne. Sous le feu nourri des critiques, Elecam multiplie tant bien que mal des actions de proximité pour enrôler davantage des électeurs. À l'antenne communale de Douala 2e, près de 3000 électeurs ont déjà été enregistrés en l'espace de 6 semaines, selon les responsables locaux d'Elecam. Des précisions avec Julie Nguenyonde et Eukwa Claude dans ce reportage. Place de l'Indépendance au marché central dans l'arrondissement de Douala 2e, un décor peu ordinaire attire une foule de curieux. Il s'agit des responsables d'Elections Cameroun, soutenus par une ONG de la place. Ils ont choisi poser leurs valises dans cet espace marchand pour procéder aux inscriptions sur les listes électorales. L'opération draine du monde, parmi eux, ceux qui jusqu'ici se montrent sceptiques à ce devoir de citoyen. Interrogés, ils disent désormais avoir de bonnes raisons pour aller voter. Vous avez déjà voté une fois? Non. Pourquoi vous n'avez pas voté depuis? Est-ce que je savais, papa? La fois dernière qu'on votait, j'étais malade, je n'avais pas voté. Maintenant, vous êtes sûr que vous allez voter? Oui, je suis sûre. Est-ce que vous avez voté une fois dans la vie? Non. Non. C'est surtout le problème anglophone qui m'a fait m'inscrire sur la liste électorale. Puisque le Cameroun est appelé à vivre nous voulons voter. Mais que n'importe qui vient s'inscrire pour le vote et choisir son président. Occasion pour Elections Cameroun d'inviter les partis politiques à s'investir davantage dans la sensibilisation des usagers sur le bien fondé des inscriptions sur les listes électorales. Surtout les partis politiques qui sont les premiers bénéficiaires d'ailleurs de ces opérations d'inscription sur les listes électorales, parce qu'une inscription a bien être citoyenne. Le résultat d'une élection, elle est bénéfique pour un politique qui est candidat. Donc nous appelons encore les politiques à s'impliquer davantage. C'est notre première difficulté pour le cas de Douala 2e. Depuis le 2 janvier 2018, l'arrondissement de Douala 2e a enregistré 3000 personnes inscrites sur les listes électorales. Une question qui taraude l'esprit des populations résidentes notamment dans le septentrion. Le gouvernement est-il en train de sous-estimer le spectre de la famine qui plane sur l'extrême nord du Cameroun? Le ministre de l'Agriculture reconnaît qu'il y a un risque d'insécurité alimentaire et pour ne rien arranger, l'un des fleurons de l'agroalimentaire est dans la zone rouge. La Sodécoton n'a pas encore retrouvé sa viabilité économique et financière. Selon Henri Eyebe Aïssi, cette entreprise parapublique est en phase de redressement. L'impact de la crise anglophone et la situation alimentaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas été évoqués au cours d'une rencontre entre le ministre de l'Agriculture et des journalistes. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo.
Pour le gouvernement, c'est un sujet délicat, celui de l'insécurité alimentaire dans la partie septentrionale du Cameroun. C'est donc avec beaucoup de délicatesse que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a tenu une conférence de presse bilan de l'année écoulée dans ces secteurs, en parle. Cette zone septentrionale, je veux dire dans ces 3 régions, nous considérons que les effets néfastes des changements climatiques conjugués aux problèmes sécuritaires ont perturbé la campagne agricole. Pour autant, loin de recourir à la terminologie du spectre de la famine, comme d'autres, il concède qu'il y a dans ces régions un risque d'insécurité alimentaire. Globalement, des déficits ont été enregistrés et nous avons des problèmes d'insécurité alimentaire qui se signalent dans cette zone. Sur un autre sujet encore peu reluisant, le dossier Sodécoton, Henri Eyebe Aïssi soutient que le pire est passé. La Sodécoton est véritablement en voie de relance. L'ensemble des éléments nous le confirment. La Sodécoton se déploie, son chiffre d'affaires aussi autour de 120 milliards de francs. La prévision pour 2018 est de 140 milliards. Au-delà de ces sujets plutôt chargés d'interrogations, le ministre de l'Agriculture met en avant les actions de son département ministériel en faveur des jeunes, avec 1800 techniciens agricoles formés, 300 jeunes installés dans les activités agricoles et 500 autres en cours de formation. Ce qui, selon lui, renseigne très clairement sur les objectifs poursuivis par le ministère de l'Agriculture. L'objectif global de notre stratégie nationale du développement rural est formulé ainsi qu'il suit. Réussir la transition raisonnée du secteur rural vers une économie de croissance verte et inclusive qui assure un développement durable qui permet d'atteindre le stade de pays émergents à l'horizon 2035 et qui réduit les inégalités sociales. Des résultats qui n'atténuent cependant pas la question de l'insécurité alimentaire dans le septentrion et dans la zone anglophone qui n'a pas été évoquée au cours de cette conférence de presse. Des Camerounais sont également confrontés à des coupures intempestives d'électricité et des pénuries d'eau dans les principales villes du pays. Ces multiples interruptions brusques de l'énergie sont souvent liées au mauvais entretien du réseau de distribution. Des PME sous-traitantes sont pointées du doigt. Aujourd'hui, elles rejettent la responsabilité sur la complexité des marchés qu'elles doivent exécuter pour le compte des grandes entreprises. Farel Bounia et Donald Anoujoa. Les professionnels agissant dans le secteur d'électricité et d'eau sont favorables au dialogue en vue de l'amélioration des rapports qui les lient aux donneurs d'ordre constitués des multinationales et entreprises nationales en charge de l'eau et de l'énergie. L'initiative, qui se situe dans la perspective de l'Assemblée générale des acteurs de l'énergie, pourrait déboucher sur la mise sur pied d'une plateforme où vont s'exprimer l'ensemble des petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine. Les Camerounais se plaignent aujourd'hui des coupures, se plaignent de ce qu'il n'y a pas assez d'électricité, se plaignent de ceci, de cela, mais je crois que c'est le problème de tout le monde. Nous sommes un acteur comme les autres. Nous ne sommes pas plus puissants que les autres, mais nous sommes concernés par ce qui se passe. Le problème qu'on a soulevé et qui sera certainement débattu tout au long de notre Assemblée, c'est le fait que d'un côté, il y a une règle qui veut que la PME qui a des retards, la PME qui a des difficultés pour financer, ben on frappe, il y a des pénalités à payer. Mais la multinationale, le gros donneur d'ordre qui ne paye pas à temps, il n'y a aucune pénalité. Donc on peut vous payer au bout d'un mois, comme au bout de 6 mois, c'est le même montant. Donc à cela, nous pensons que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour nous protéger. Le regroupement des acteurs d'électricité et d'eau classés dans la catégorie des petites et moyennes entreprises rencontre des difficultés, d'où l'urgence d'esquisser des pistes de solutions. Le premier mal, c'est le financement. Le second, c'est l'environnement dans lequel nous on travaille. Et maintenant, on attend d'abord qu'ils en parlent aux institutions financières. Le boulot d'étranglement qu'ils nous mettent pour pouvoir nous accorder un financement. Que le gouvernement puisse nous soutenir à ce niveau pour nous permettre de mieux exercer. Deuxièmement, les délais de paiement, c'est très important pour nous. Il ne reste plus qu'à attendre l'imminence du Forum des acteurs de l'énergie placé sous le thème « Les politiques en matière d'énergie au Cameroun ».
les routes risquent de s'enflammer dans les tout prochains jours et pour cause, les transporteurs routiers sont en colère. Ils dénoncent des tracasseries administratives et des postes de corruption installés le long des corridors Douala-N'Djamena-Bangui. Leurs doléances n'ont pas encore été réglées jusqu'à ce jour par les autorités administratives du Cameroun. Des précisions avec Carlos Minoué et Isabelle Carole Zoupet. Les syndicats du secteur des transports routiers des marchandises du Cameroun crient leur colère entre tracasseries sur les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, la non-harmonisation du système de pesée portuaire, l'expulsion des transporteurs du parc à camions de Bipanda-Douala et bien d'autres. C'est dire, ces transporteurs par camion se trouvent asphyxiés par ce chapelet de problèmes. La tracasserie policière, administrative, sur nos différents corridors. Le deuxième, c'est le dysfonctionnement des pères et essieux qui, en fait, des pères et essieux mobiles, autant pour moi, qui, en fait, sont là pour rançonner le transporteur. Le quatrième, je voulais dire le troisième, c'est ici le parc à camion de Bipanda où nous nous sommes trouvés expulsés sans aucune raison. Tout au moins expulsés sans nous dire exactement où est-ce que nous allons nous garer. Et à la sortie de ceci, nous avons décidé de lancer un préavis de grève. C'est ce qui a d'ailleurs motivé les membres de ce syndicat de transport à unanimement décider d'adresser une correspondance au Premier ministre chef du gouvernement pour annoncer ce préavis de grève. Cela fait déjà 5 jours que le sous-préfet de Batibo a été enlevé dans la région du Nord-Ouest. Officiellement, ce kidnapping n'a pas été revendiqué. Les autorités font savoir que les recherches se poursuivent. Et toujours dans l'actualité, la communauté urbaine de Douala est-elle insensible à cette grève de la faim entamée par ses délégués du personnel, suspendus depuis 11 mois et sans salaire? Ils ont cessé de se nourrir et ont campé devant l'hôtel de ville à Bonanjo, quartier administratif de Douala. Aux dernières nouvelles, 3 délégués du personnel ont été admis à l'hôpital à la suite de cette grève de la faim qui se poursuit. Sécuriser la prison de Bouda, lutter contre la corruption, la consommation des stupéfiants en milieu carcéral, c'est la feuille de route du nouveau régisseur de ce pénitencier. À l'occasion de son installation, l'intendant principal de prison a été appelé à respecter les droits humains des détenus à Bouda. Des précisions avec Raphaël Tcheko, Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À la place des fêtes de Bouda, une cérémonie dans la plus tradition militaire. L'installation du nouveau régisseur de la prison principale de Bouda. La charge de ce pénitencier revient désormais à l'intendant principal de prison, Dambongo Sizan Ngapken. Sa feuille de route se résume en 2 points majeurs. L'éradication des fléaux sociaux dans cette prison, notamment la lutte contre les évasions, le trafic des stupéfiants, la corruption et les mauvaises pratiques en milieu carcéral et la sécurisation du pénitencier. Au regard du contexte sécuritaire de l'heure, vous prendrez toutes les dispositions en vue de la sécurisation de votre établissement pénitentiaire, de jour comme de nuit, notamment par la mise en fonctionnement du Mirador et de rentes inopinées et régulières. Autre mission assignée au nouveau régisseur, la gestion rationnelle des ressources humaines et financières, le renforcement des activités de production et de formation des détenus, la promotion et la protection des droits de l'homme en rapport avec une bonne compréhension des textes réglementaires, à savoir les décrets de mars 92 et novembre 2010 portant régime pénitentiaire au Cameroun. Je tiens à vous rappeler que la prison secondaire d'Indikibé qui accueille les détenus venant de la prison centrale de Fonengi. Là où nous avons aussi les redoutables malfaiteurs. J'ai réussi à faire 4 ans à la tête de cette prison. Après la passation de service entre les régisseurs entrants et sortants, Dambongo Sizanga Kem se présente aux détenus d'une prison délabrée, croulant sous le poids de l'âge et de sa surpopulation. C'est un phénomène qui est connu, mais des dispositions sont prises au niveau, n'est-ce pas, des autorités judiciaires pour accélérer
et pour réduire, n'est-ce pas, la durée de détention préventive et équilibrer, n'est-ce pas, le nombre de condamnés et le nombre de prévenus. Comme à chaque rituel d'installation, les mêmes discours et promesses, du déjà entendu pour les condamnés et prévenus qui attendent désespérément réhabilitation, assainissement et humanisation de leur milieu de vie. Le général de division Pierre Samobo reçoit la Croix de la valeur militaire. À titre posthume, le haut commandement de l'armée a rendu hommage à un officier supérieur réputé pour son engagement professionnel républicain, un modèle pour la jeune génération dans l'armée. Évocation avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Que d'émotion et de tristesse dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Le général de division Pierre Samobo entame son dernier voyage. Après 55 années, 6 mois et 10 jours de service ininterrompu sous le drapeau. Un record qui lui vaut un hommage à la hauteur du riche et exaltant parcours qui a été le sien. Mon général, chers compagnons, ton parcours fut tout point de vue remarquable, comme le fut ton engagement au bénéfice des forces de défense, où tu as servi avec abnégation et loyauté. Ta voix s'est tue, mais nous l'entendrons longtemps dans nos cœurs. C'est le général de division Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre, qui prononce l'éloge funèbre du disparu. On retient que le général de division Pierre Samobo a été un serviteur exemplaire. De son admission dans l'armée française le 11 juin 1960 jusqu'à son décès le 21 décembre 2017. Je m'incline avec respect devant la mémoire du vaillant et loyal soldat qui aura été le général Sambo Pierre. Nous conserverons précieusement ta mémoire et tu resteras pour plusieurs générations non seulement un bel exemple de pouvoir, de chef attentif, des parents attentionnés, mais aussi et surtout des soldats jamais pris au dépourvu. Adieu, mon général. Pour les loyaux services rendus à la nation, le chef des armées l'honore d'une dernière distinction à titre posthume. Général de division en deuxième section, Samobo Pierre, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous attribuons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre posthume. Né le 22 août 1941 à Tchang, dans la région de l'Ouest, le général de division Pierre Samobo entame sa carrière militaire comme aspirant d'actif en 1960. Après un brillant parcours, il est promu colonel en 1983, général de brigade 10 ans plus tard, en 1993, puis en 2001, il est nommé général de division. Entre 2001 et 2017, il est major général de l'état-major des armées, avant d'être admis en deuxième section des officiers généraux le 29 juin 2017. Il perd le combat contre la maladie 4 jours avant la fête de Noël, après avoir fait preuve de courage, de stoïcisme et de dignité. Son engagement professionnel et républicain resteront à jamais gravés dans les mémoires de bien des générations. Le général de division Pierre Samobo sera inhumé ce week-end. Vous n'avez peut-être pas oublié, c'était en décembre 2016 que le président de la République du Cameroun avait convoqué un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale pour trouver des solutions urgentes à la crise économique. Parmi les 21 résolutions prises à Yaoundé figure la négociation d'un plan de redressement avec le FMI et la mise en œuvre d'un programme de réformes économiques et financières de la CEMAC. 2 ans plus tard, le quotidien des populations ne s'est pas du tout amélioré. Des coupes budgétaires et des baisses drastiques de salaires suscitent la grogne sociale dans plusieurs pays de la sous-région Afrique centrale. Ce sont là des problématiques évoquées dans l'édition spéciale
de tendances économiques à suivre juste après ce journal, à l'occasion de la quatrième session du comité de pilotage des programmes de réforme économique et financière de la CEMAC. Le secrétaire permanent du PREF-CEMAC nous a accordé une interview à suivre en exclusivité sur Tendance économique, émission qui interviendra juste après le journal de 20h. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.